Bonjour, bienvenue aux conférences sur l'industrie 4.0 par le cabinet Baldwin Partners. Nous allons évoquer ensemble des retours d'expérience, méthodologies et exemples concrets sur ce sujet. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux et notre site internet pour en savoir plus. Merci. Bonsoir à tous. Très heureux de démarrer cette année 2020 ensemble pour traiter d'une thématique qui personnellement me tient à cœur évidemment, puisque je fais partie des fondateurs de cette structure Baldwin Partners. On va évoquer en fait des retours d'expérience concrets avec des industriels. On a la chance d'avoir un VP Operation et Quality du groupe Lacroix, qui est un groupe de la région. Et on a deux consultants qui font partie de notre structure qui vont vous évoquer des expériences que eux ont vécues, des problématiques qu'ils ont rencontrées aussi, de manière à simplement démystifier en fait ce qu'il y a derrière l'industrie 4.0, parce qu'en fait ça fait couler énormément d'encre et il y a des légendes, il y a aussi des fausses vérités qui restent sur ce sujet. Et je vais commencer par introduire les propos, ensuite Nicolas Prigent va me succéder, suivi de Baptiste qui va traiter d'un sujet lié au TMS, et enfin Monsieur Gaucheneau qui est là va nous donner en fait la vision que le groupe Lacroix a eue de l'industrie du futur. Vous allez voir, je ne veux pas teaser avant, mais concrètement, il lance une nouvelle usine quasiment de zéro, si ce n'est de zéro, en y intégrant évidemment toute la chaîne de valeur, toutes les technologies qui vont avec. Donc c'est un cas d'école rare et qui, je pense, va être intéressant. On aura quelques questions-réponses. Après, je vous proposerai un petit jeu. Gardez un peu de batterie sur vos téléphones, ça risque d'être marrant. Et après, il y aura un cocktail derrière vous. On va commencer par les basiques. L'industrie 4.0, c'est quoi? Je pense que tout le monde a l'info. Je préfère répéter. La première révolution industrielle, c'était dans les années 1760-1780, avec l'arrivée de la mécanique. La seconde, c'était la production de masse dans les années 1800, quasiment 1900. Puis dans les années 1970, c'était l'arrivée de la robotique. Alors la robotique, plutôt les robots en cage à l'époque, où on pouvait démultiplier les volumes. En revanche, l'interactivité avec les robots n'était pas forcément là. Et l'industrie 4.0, c'est quoi? En fait, c'est depuis le salon de Hanovre, un concept qui est arrivé d'Allemagne et qui consiste à nous dire que la clé, c'est la digitalisation des données. Faire parler une donnée, d'où qu'elle vienne, d'où qu'elle sorte, d'une machine, d'une usine ou d'un homme ou d'un process, de manière à faire gagner de l'interactivité, faire gagner de la valeur de manière générale dans toute la chaîne de valeur. Je voulais vous citer juste un chiffre, parce qu'on peut en citer plein et ça n'a pas forcément grand sens. Du cabinet BCG, qui est un grand cabinet de conseil en stratégie, je pense que tout le monde le connaît. Depuis les années 2000, ça fait donc 20 ans, 52% des entreprises qui étaient classées au Fortune 500, qui est un classement américain, sont mortes. On pense à Kodak, qui est souvent la plus connue. Ce chiffre, il est quand même assez effarant, pour une raison simple, ça montre que quand une entreprise, même immense, ne se transforme pas, elle meurt. Et c'est pour ça, avec ce genre de chiffres, que Benjamin Villain et mon associé et moi-même, on s'est dit il faut qu'on accompagne des PME, des ETI et des grands groupes à aider à se transformer, parce que personnellement j'aimerais beaucoup sur mon lit de mort dans quelques dizaines d'années que ce chiffre soit un peu plus faible. Je vais citer juste une grosse qui est sortie de l'Alliance pour l'industrie du futur, c'est ce petit logo là, qui est sorti en décembre 2019, donc c'est très récent, et qui vous évoque en fait comment la notion d'industrie 4.0 monte dans les entreprises, qu'est-ce qui a été mis en place, quels sont les freins, et ils en sortent 7 leviers principaux à mettre en place dans sa roadmap. Roadmap, c'est une feuille de route pour enclencher la dynamique industrie 4.0. La première, la digitalisation de la chaîne de la valeur. Alors ça peut tomber sous le sens, mais beaucoup d'industriels que je rencontre régulièrement en audit ont peur de la data, ont peur de la faire parler, ont simplement peur de la réalité. Parce que quand vous avez un process qui parle et qui vous dit vous avez un taux d'efficience, je donne un exemple, de 20%, c'est compliqué à faire remonter à un directeur industriel et à une direction générale, je pense. Donc, l'objectif, c'est d'essayer d'y voir clair en fait dans les données, aussi simplement que ça. Un second, l'automatisation et la robotique de process. Ça correspond selon moi à la troisième révolution industrielle en allant encore plus loin. La fabrication additive qui va vous permettre, qui s'appelle aussi impression 3D, va vous permettre de faire du prototypage, de gagner du temps dans vos process. Le monitoring et le contrôle, Monsieur Gaucheneau qui est là a un passé dans ces sujets typiquement, mélange entre data et monitoring, ça va être très intéressant de voir son retour. Les composites et les nouveaux matériaux, là ça dépend selon moi des industriels, mais un certain nombre vont pouvoir gagner de l'argent dans leur process en faisant évoluer leurs matériaux tout simplement. La place de l'homme et du management dans l'usine. Alors là je vais vous faire référence
un conférencier qui était venu il y a 2 ans chez Air Liquide, qui était venu nous expliquer comment eux avaient conduit le changement de A à Z, puisque je vous donne juste un chiffre. L'usine qui est proche de Lyon, chez Air Liquide, fonctionne sans hommes, entièrement avec des automates. Et ça, c'est quand même, à l'époque, elle a été terminée il y a 2 ans et demi. Ça, c'est quand même un fait assez incroyable, avant 2020, d'avoir réussi à piloter ça. Donc, ils nous donnaient leur démarche pour conduire le changement. Et le dernier, qui ne devrait pas être le dernier selon moi, est l'efficacité énergétique et l'empreinte environnementale. Essayer de faire en sorte d'avoir des entreprises un petit peu plus éco-responsables pour moins gaspiller de manière générale. Et pour terminer ce slide, j'en reviendrai à mon tout premier métier. Il y a 15 ans, j'étais chez Schneider Electric en Angleterre. Je faisais des études, des VSM, des études d'économie sur des process de pièces de télécommunications. Et en fait, quand je fais des audits encore réguliers aujourd'hui dans des PME, des ETI de la région, je me rends compte que plein de concepts de Lean sont absolument pas appliqués, et c'est bien dommage. Donc Baldwin a encore un petit peu de travail devant elle. Je vais maintenant vous parler d'une expérience assez incroyable qu'on a vécue avec Benjamin il y a peu. En novembre, on a été sélectionné par les Pays de la Loire pour partir à San Francisco, voir la Silicon Valley et visiter les entreprises que vous avez là. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous les connaissez quasiment toutes. Ce qui était intéressant, c'était de s'inspirer en fait de ce qui se fait de bien chez les autres, de s'inspirer de tout ce qu'ils ont mis en place comme outil pour mieux piloter, mieux manager et mieux tirer de valeur de chaque process. Et vous en doutez qu'il y en a, celle qui est au milieu est quand même un peu plus grosse que les autres. On a appris beaucoup de choses et je ne peux pas tout révéler ici, mais s'il y en a que ça intéresse, on se pose des questions sur les réseaux parce qu'on a appris beaucoup de choses et c'est des choses qu'on va mettre en place chez Baldwin. Je voulais vous parler de ce monsieur qui est une rencontre incroyable. Il s'appelle Grégory Renard, c'est un Français, il est originaire de Lille. Aujourd'hui, il travaille aux États-Unis à San Francisco. Il est conseiller de la NASA, il est professeur principal à Princeton et Stanford, qui sont les 2 grosses écoles de Californie. Il est conseiller personnel d'Emmanuel Macron dans ses discours sur l'intelligence artificielle. Il est mathématicien, il est agrégé de mathématiques aussi. Et aujourd'hui, il a une société sur l'intelligence artificielle. Bref, quand vous le rencontrez, votre vie change pour une raison simple, c'est que ce monsieur, vous irez voir sur Internet, vous parle de démocratie des algorithmes. C'est vous dire à quel point, de son point de vue, l'intelligence artificielle, déjà pour lui, le mot n'existe pas. Il est déjà dépassé, donc c'est drôle. Selon lui, on se dirige vers une sorte de Matrix, hein, quand même, un petit peu plus compliqué que ce qu'on connaît dans le film. Mais on se dirige vers voilà, des familles d'algorithmes qui vont s'opposer les uns aux autres et qui vont traiter des problématiques différentes. Bref, des algorithmes qui vont avoir un camp, à droite, à gauche, au centre, peu importe. Et du coup, ça pose un problème de gouvernance derrière qui est forcément très inquiétante, mais qui est pour le coup très intéressante. Grégory Renard, si vous voulez regarder, c'est incroyable. Je vais maintenant revenir à Baldwin Partners, ce qu'on y fait. Puisque quand on a créé Baldwin, nous on était convaincus d'une chose, c'était que le Lean Manufacturing, notre tout premier métier avec Benjamin, était la base pour avoir une usine évidente, rangée, avant de mettre des steps de technologie, dont la data, dont la cybersécurité, etc., etc. Il se trouve que chez Baldwin, on a structuré nos offres finalement en trois étages. Le premier, c'est la vision stratégique. On peut aider des entreprises à rédiger une roadmap, à faire des audits, pour s'interroger sur quelle est la vision d'une entreprise à 5-10 ans. On peut aider l'entreprise ensuite dans la vision tactique en faisant des audits plutôt de process, en recommandant des briques technologiques, bref, en intervenant en fait simplement au sein des usines. Et la dernière, l'opérationnel, le déploiement et performance. Là, concrètement, c'est quand tout est déjà avancé, planifié et piloté, on a besoin de renforts de 5, 10, 15, 50 ingénieurs qualifiés experts qui vont être capables de déployer une structure, un process, et de le remettre en question. Voilà, c'est notre quotidien, et c'est en cela que je pense qu'on est pertinent aujourd'hui dans le secteur des transports et des énergies pour intervenir auprès d'une direction générale, auprès d'une direction industrielle ou auprès de responsables méthodes, bureaux d'études, qualité et projet. Je vais donc passer la main à Nicolas. Merci à vous et je vous souhaite une très bonne soirée.